je ne crois pas que je serais capable de faire une synthèse entre les deux points de vue que je viens d'entendre, celui du premier président Majindi et celui de monsieur le président Gallo. Je vais avoir une tendance naturelle peut-être à aller du côté de l'opinion de monsieur Majindi qui me semble correspondre en tout point à ce que je pense et à ce que je dis depuis de nombreuses années et ce qui me semble parfaitement nécessaire. J'ai du mal en effet à comprendre et à concevoir qu'on puisse prôner un retour en arrière et à avoir une espèce de nostalgie judiciaire en se disant écoutez ça fait 30 ans que ça ne va plus, bah revenons en arrière et faisons comme si les 30 années ne s'étaient pas passées et remettons les bonnes vieilles recettes d'avant au goût du jour et ça ira mieux, tapons sur tout ce qui bouge, mettons tout le monde en prison et tout ira mieux et faisons-le. Alors je caricature vraiment, je sens que M. Gallo réagit et vous avez raison de réagir et c'est fait pour ça. Comme le dit Jean-Claude, dire avocat et magistrat, on n'est pas forcément tout le temps d'accord, et tant mieux, c'est ce qui fait avancer les choses. Ce que je veux dire, c'est que depuis 30 ans, et plus précisément, je pense depuis l'affaire Doutreau, je pense que la justice pénale française est morte. Je pense que la justice pénale, depuis l'affaire Doutreau, est dans le coma, et qu'aujourd'hui, nous avons un simulacre judiciaire parce qu'on continue un petit peu à s'agiter sur les vestiges d'un passé qui n'existe plus. Ce que je crois vraiment, c'est qu'il va falloir remettre tout ça à plat, et là je vous rejoins. Et comment ? Et comment faire en sorte qu'on ait une justice plus efficace et qui soit garante de libertés fondamentales ? Parce que depuis 30 ans, nous avons eu des tonnes de décisions qui sont venues s'imposer à nous, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, elles sont là, et elles viennent de l'Europe. Elles viennent de la Cour européenne des droits de l'homme. Les seuls progrès faits dans ce pays depuis plus de 30 ans, les seules avancées de la procédure pénale dans ce pays viennent de la Cour européenne des droits de l'homme. Nous avons été incapables, sauf une parenthèse qui est la loi de 2000, de faire avancer la procédure pénale française. Et puis depuis, il y a aussi la QPC. Et l'énorme progrès que nous avons vécu aujourd'hui, il est venu d'une décision de juges qui ne sont pas des juges du milieu judiciaire pénal, qui sont des juges du Conseil constitutionnel, et qui ont fait que la garde à vue a enfin été mise au standard européens et mondiaux d'une démocratie digne de ce nom. Donc cette garde à vue, elle n'a jamais évolué par les magistrats, elle n'a jamais évolué par le législateur, elle n'a pas non plus évolué malheureusement par les avocats, donc tous les combats sont restés vains, elle a évolué par le Conseil constitutionnel. Sous pression, il est vrai en plus, de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors comment faire pour que ça marche ? J'avais préparé un plan en 3 points parce que la justice pénale, pour moi, c'est 3 étapes fondamentales. Vous avez une étape fondamentale qui est l'enquête pénale avec ses diverses formes. Vous avez la phase de jugement et vous avez la phase d'exécution. Mais je vais changer. Et je vais parler un peu plus du juge d'instruction parce que je crois qu'en partant de là, je pense qu'on va tout changer et je pense qu'on va arriver dans un système qui sera, Monsieur le Président Majindi, je suis désolé de le dire, qui sera très, très, très proche de systèmes anglo-saxons, qui sont peut-être très, très mal compris ici, très mal vus, mais je vais essayer d'en dire 2 mots et de vous montrer que ce n'est pas si mal que ça. Donc en supprimant le juge d'instruction, d'abord, est-ce qu'on doit le supprimer ? Moi, je pense depuis longtemps que oui. Depuis longtemps, je pense que oui. Je pense que le juge d'instruction, aujourd'hui, n'a pas beaucoup plus de pouvoir qu'un procureur de la République, je fais simple, ne va pas apporter beaucoup plus qu'un procureur de la République apporterait à une enquête, à une instruction, va être un facteur de ralentissement des dossiers et surtout est extrêmement dangereux. Un juge d'instruction, potentiellement, c'est une bombe à retardement, c'est extrêmement dangereux et ça dépend beaucoup de sa façon de faire son travail. Vous avez des juges remarquables qui sont équilibrés, qui savent faire la part des choses, qui savent un peu aussi entendre les 2 versions d'une même histoire. Et vous avez des juges qui sont dangereux. Et un juge dangereux, dans le système judiciaire français d'aujourd'hui, on ne sait pas l'arrêter. Vu du côté de la défense, il y a une solidarité infernale entre les juges d'instruction et la chambre de l'instruction, que nous appelons chambre de confirmation. À tort ou à raison, nous estimons que cette chambre de l'instruction ne sait pas contrôler et arrêter un juge d'instruction. À tort ou à raison, nous estimons que la chambre criminelle ne sait pas non plus contrôler et arrêter un juge d'instruction.
Et nous considérons qu'un juge d'instruction a les pleins pouvoirs et n'a aucune limite à ses pouvoirs aujourd'hui dans le cadre d'une information. Par conséquent, qu'on vienne dire que telle ou telle partie, que ce soit une victime d'ailleurs, hein, une partie civile, ou mis en examen, a des droits en cours d'instruction, ce sont des droits théoriques qui n'existeront pas si le juge d'instruction n'a pas envie de les faire vivre. Et tous les recours du monde que vous pourriez faire n'auront absolument aucun impact. Alors il est dangereux parce qu'il crée un cadre juridique théorique de protection des droits qui, en fait, est extrêmement aléatoire. L'affaire Doutreau en est un exemple remarquable, mais d'autres affaires Doutreau ont existé, donc on n'a jamais donné le nom, et elles ont été beaucoup plus discrètes que ça, mais c'est quand même l'exemple d'une espèce de dérive judiciaire absolue qui fait peur et que personne n'a su arrêter, et que pas même, ce qui est encore plus grave, c'est que la commission d'enquête parlementaire et toute la volonté ensuite du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif n'a même pas pu arrêter ça. Alors les juges d'instruction, vous savez ce qu'on fait parce qu'on manque de courage parfois, on essaye de les tuer petit à petit, c'est ce qui se passe en ce moment, hein, on les étouffe, on les étrangle, on fait en sorte qu'il n'y ait même plus, que leur nombre diminue, hein, ils sont passés de, j'ai les chiffres, alors vous en aviez 623 en 2009, aujourd'hui vous en avez 540. Donc face à une délinquance qui augmente, face à un besoin de justice qui augmente, vous avez des juges d'instruction qui diminuent. Donc cherchez l'erreur dans tout ça. Il diminue aussi sur le fait qu'on ne peut plus avoir de co-saisine. On avait dit à l'après Outreau, mais vous inquiétez pas, on va garder les juges d'instruction, mais on va faire en sorte qu'ils se contrôlent entre eux, ce qui est déjà une marque de confiance absolue. Donc on a dit, il faut qu'ils instruisent au minimum à 2, et on va créer des pôles de compétences d'instruction pour en avoir même 3. Ça n'existe pas dans tous les cas aujourd'hui, parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir autant de juges qu'il faut. Donc on les garde, et finalement, on ne leur donne pas les moyens de travailler. Alors autant les supprimer, autant faire en sorte que ça n'existe plus. Et au moment où on a besoin d'argent, et Jean-Claude Cross le disait tout à l'heure, au moment où on doit faire des économies, alors là, c'est un vrai gisement d'économie, c'est de récupérer 550 magistrats de haut niveau, de les réaffecter ailleurs et autrement, et je vais vous dire comment. Alors attention, s'il n'y a plus de juge d'instruction avec le système d'aujourd'hui, là on a un deuxième danger qui est énorme, c'est d'avoir des affaires étouffées. Parce que, après tout, on va être dans l'arbitraire du procureur de la République aujourd'hui, qui, comme l'a dit le président Majadi, je suis 1000 fois d'accord avec lui, le procureur de la République, pour moi, n'est pas aujourd'hui un corps de magistrats, n'est pas une autorité judiciaire au sens de la Cour européenne des droits de l'homme, le fameux arrêt Medvedev, je vois Xavier qui connaît cet arrêt, qui nous dit que l'accusation en France, telle qu'elle est vue par les instances européennes, par comparaison avec tous les pays développés autour de nous, on estime que le parquet français n'est pas une autorité judiciaire. Et on estime bien. On estime bien parce que ce n'est pas une autorité judiciaire, c'est une autorité de poursuite judiciaire, et c'est très bien comme ça, mais ce n'est pas plus que ça. Donc aujourd'hui, on supprimerait un juge d'instruction, il faudrait donner à toute personne victime la capacité d'obtenir le droit d'accéder à un juge, d'avoir son cas jugé, et d'avoir surtout, c'est pas qu'aller voir un juge qui compte, c'est d'avoir un droit à l'enquête pénale, d'avoir un droit à ce que vous déclenchiez, en tant que particulier, une enquête pénale qui vous permettra de faire valoir votre cause utilement et que, je dirais, la collectivité mette à votre disposition des moyens qui sont les moyens d'enquête pénale que vous, particulier, vous n'avez pas et que votre avocat, même dans une affaire importante, n'aura jamais dans les procès civils. Il n'y a que le pénal qui permet certaines choses que le civil ne permet pas, parce qu'on n'a pas ça en France. Ça s'appelle effectivement, Jean-Claude, la procédure de discovery dans les affaires civiles que nous n'avons pas. Donc, alors, il y a l'idée de dire qu'il faut que chacun puisse avoir accès au juge pénal, sans juge d'instruction, et pourquoi pas? Parce que, je vais vous dire, c'est pas compliqué, ça existe déjà. C'est même pas la peine, à mon avis, d'aller donner encore des pouvoirs à des corps intermédiaires, des associations représentatives. Non, laissons les gens, donnons aux gens le droit d'aller sur citation directe, ça existe dans le code de procédure pénale, d'aller saisir un tribunal correctionnel pénal. Dans ce cas-là, il faudrait simplement faire vivre un peu plus aussi un concept qui existe aujourd'hui dans le code de procédure pénale, c'est le supplément d'information. Donc vous n'avez plus de juge d'instruction, vous êtes victime, vous allez voir le procureur de la République, il ne veut pas faire partir le dossier, on l'étouffe ou autre. À ce moment-là, vous faites une citation directe et vous demandez au juge judiciaire
le seul qui vaille pour moi, qui a une vraie valeur de magistrat, de prendre une décision, de déclencher ou pas une enquête. Non, non, c'est des parquetiers, j'aime beaucoup les parquetiers, parce que j'entends mon commentaire à ma droite. Il disait, il disait qu'est-ce que tu prends comme parquetier? Non, non, j'aime beaucoup les parquetiers, mais j'aime bien que les parquetiers soient à leur place. C'est-à-dire à la place de celui qui porte une accusation. Et pas une place plus élevée que ça, parce qu'en face, vous allez avoir une place de celui qui va défendre, et au-dessus de tout ça, parce que c'est bien fait, parce que vous avez un équilibre entre celui qui attaque et celui qui accuse, vous avez celui qui va juger, et qui est bien au-dessus de tout ça. Et quand chacun joue son rôle, tout va bien. Mais quand chacun ne joue pas son rôle, ou que l'un a un rôle beaucoup plus important que l'autre, et là, ça ne va pas. Alors, sur le juge d'instruction, pardon, c'est pas une attaque personnelle, c'est juste de toute façon, je vous ai peut-être un peu malmené, mais je dirais peut-être que je vous ai un peu achevé, parce que c'est pas moi qui ai fait l'affaire d'Outreau, et c'est pas moi qui vous ai mis tous dans cette situation-là. Elle est comme elle est, et vous la connaissez tous. On peut trouver ça vachement bien, et moi je trouve ça vachement pas bien. Voilà, ça me fait quand même relativement peur de savoir que tout ça existe encore, et que surtout, il ne faut rien changer. Moi, je dis l'inverse, je dis surtout changeons. Changeons. Et dans l'intérêt des victimes aussi. Parce que tout ça est un vaste leurre, est une vaste mascarade. Alors, si on n'a plus d'instruction, on aura ensuite besoin d'avoir une véritable audience. Une vraie audience. Pas des audiences comme ça en 3 minutes, où on essaie de vous entendre sans vous entendre. Vous avez parfois des magistrats qui dorment, qui s'en fichent royalement de ce qui se passe, qui ont déjà un dossier plus ou moins prêt, et qui se disent bon, l'audience ne sert pas à grand-chose, allez-y s'il vous plaît, soyez rapide. Donc ce n'est pas une vraie audience. Alors il faut être réaliste, on a un problème de temps. Comment trouver du temps pour de vraies audiences? Pour des gens qui plaident coupables, non coupables, des gens qui disent moi je ne suis pas coupable, je ne veux pas être condamné, j'ai rien fait, c'est pas vrai. Donc on va leur donner du temps à ces gens-là. Ceux qui disent moi je suis coupable, c'est pas la peine de donner du temps à ces gens. Trouvons une peine pour ces gens-là. Ils plaident coupables. Et là, on va sur un terrain, alors, je ne sais pas pourquoi, il y a culturellement en France un vrai problème avec ça, qui est ce qu'on appelle la CRPC, ce qu'on appelle le plaidé coupable, qui existe dans beaucoup de pays. Et on l'a fait, c'est mal né en France. On a créé la CRPC il y a très longtemps, avec beaucoup de restrictions, on a essayé de limiter ça au maximum, on était assez méfiants et tout, puis simplement ce que les gens ne savent pas ou n'ont pas compris encore, peut-être intégré, c'est que la loi a beaucoup changé, et qu'on a considérablement élargi aujourd'hui la possibilité de plaider coupable à tous les moments de la phase pénale, y compris maintenant en cas d'instruction judiciaire. Avec une peine encourue de 5 ans, et avec des condamnations possibles d'1 an ferme. Ça veut dire que une grande partie de la délinquance, aujourd'hui, peut être traitée par ce système de plaidé coupable qui permet de mettre les gens en détention s'il le faut, ou de les sanctionner comme il le faut, mais de garder le temps d'audience pénale pour ceux qui en valent la peine et que ceux qui plaident non coupables aient le droit d'avoir le vrai temps d'audience qu'il faut pour que leur cas soit jugé sérieusement. Une fois qu'on aura ce temps d'audience dégagé, on demandera aux avocats de pratiquer leur métier aussi complètement, et ça pour les avocats c'est aussi parfois une révolution culturelle importante, c'est de savoir aussi maîtriser un dossier parfaitement, de savoir parfaitement interroger, ça s'appelle, c'est un gros mot ici, la cross-examination, ça veut dire en fait l'interrogatoire, le contre-interrogatoire croisé, savoir le pratiquer, savoir interroger, c'est un art. Alors, on le voit parfois dans les feuilletons américains. Là, vous voyez les avocats toujours extrêmement brillants, qui interrogent, qui arrivent à terrasser comme ça des témoins à charge ou des victimes lorsqu'ils défendent des accusés. Ça fonctionne aussi pour le parquet, qui fait ça très bien aussi. Donc vous avez interrogatoire, contre-interrogatoire. On va tester un individu. On n'a rien trouvé de mieux encore, sauf en France où on a imaginé des tas de choses, mais on n'a rien trouvé de mieux dans des pays à peu près évolués pour juger les gens et pour estimer aussi la valeur d'un témoignage. On n'a pas trouvé mieux. Ça s'appelle la contradiction. Or, en France, on s'imagine que non, que c'est pas bien, que c'est malsain, que c'est vraiment le président est omnipotent, qu'il faut faire attention. Attention, les avocats sont dangereux, ils sont pervers, ils arrivent à tout faire, à tout manipuler, à tout travestir. Malheureusement, je peux vous assurer qu'on n'y arrive pas. On n'a pas autant de pouvoir que ce qu'on nous prête. On n'a pas autant de mauvaises intentions que ce qu'on nous prête aussi.
parce qu'on est quand même auxiliaire de justice et qu'on n'a pas envie non plus que tout et n'importe quoi soit fait ou dit dans une procédure pénale. On veille aussi à un certain nombre de choses. Par conséquent, que cette révolution culturelle se mette en place, ce serait une très très bonne chose. Et il ne ferait pas beaucoup de réformes pour y arriver, parce que, par exemple, ce dont je viens de vous parler, ce qu'on appelle le contre-interrogatoire, cross-examination, ça existe dans le Code de procédure pénale. C'est l'article 442.1 pour les procès correctionnels. Il y a plein de choses qui existent dans la loi aujourd'hui, mais on ne les pratique pas. Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas changé encore les mentalités, on vit sur de vieilles mentalités qui font que ce système ne marche pas. Parce qu'on a de vieilles mentalités avec des textes nouveaux. Et qu'au bout du compte, on n'applique pas les textes comme on devrait les appliquer. Et que surtout, on ne sait pas répondre aujourd'hui à l'évolution de la délinquance. Parce qu'il y a 30 ans, ce n'était pas la même délinquance. Ce n'était pas la même société, ce n'était pas le même niveau de dangerosité, ce n'était pas le même niveau d'organisation, ce n'était pas la même connaissance aussi des délinquants, je dirais des techniques de délinquance, parce qu'aujourd'hui, ces techniques de délinquance, elles sont partout, dans les télévisions, sur Internet, même les séries télé aussi. J'ai vu qu'il y a des gens qui suivent les experts et qui arrivent à en faire pareil, donc à chercher à masquer leur activité. Donc c'était pas pareil. Alors si on ne change pas, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer comme ça, avec des affaires d'outreau, c'est-à-dire des innocents en prison, et puis avec d'autres affaires qui font que des coupables ne sont même pas arrêtés, ne sont pas jugés correctement, ne sont pas condamnés correctement. Voilà tout ce qui se passe aujourd'hui. Ce que je viens de vous décrire là, c'est un système qui va arriver, ça va arriver. Et on sera plus très loin du système anglo-saxon. Et d'ailleurs, d'autres pays l'ont fait un peu avant nous. On n'est pas très loin du système espagnol, on n'est pas très loin du système italien, on n'est pas très loin du système allemand. Et on aura fait un grand pas, mais pourquoi doit-on être les derniers à le faire, ce pas? Il faudra bien y arriver. Je voulais dire un mot aussi de la réforme du droit pénal français sur la place de la victime à l'audience. On a eu au barreau de Paris, j'ai participé à une conférence là-dessus, un grand débat sur la place de la victime. Est-ce qu'il faut, oui ou non, ne rien changer et garder le système pénal actuel où vous avez le droit en tant que victime de participer au procès pénal? Donc en droit français, vous avez un ménage à trois. Vous avez un procès pénal avec un coupable en puissance, enfin, mis en cause, une victime en puissance, partie civile, et vous avez l'accusation, le ministère public. Ce ménage à trois, dans beaucoup de pays, n'existe pas. Et peut-être qu'il va disparaître aussi un jour, et peut-être qu'on donnera à la victime son procès à elle, qui est un procès civil, qui est un procès où la victime va aller pour se faire indemniser. Et on peut considérer, on peut s'interroger sur oui ou non, est-ce que la victime a son mot à dire sur la peine? Alors, là, je sais que je suis dans un environnement où on va avoir tendance à répondre, ben oui, la victime doit avoir son mot à dire sur la peine, mais je pense qu'il faut réfléchir à tout ça aussi, parce que ça fait partie d'une réflexion à mener. Est-ce que la victime n'est pas plus à l'aise dans un procès où elle aura son jugement, elle aura son coupable qui sera là, mais où elle pourra obtenir gain de cause et réparation? À ce titre, un mot de commentaire sur ce qu'on a vécu tous, vous l'avez tous vu, c'est l'affaire Strauss-Kahn. Elle montre le système judiciaire anglo-saxon dans plein d'excès, dans plein de choses qui effectivement sont choquantes, mais d'ailleurs il y en a une surtout qui nous a beaucoup choqués chez nous, ce sont les images. C'est ce qu'on a vu, qu'on ne voit jamais ici. Là on était dans la salle d'audience avec des caméras qui filmaient les gens en train de se faire juger. Et c'était en plus choquant parce qu'il y avait une descente aux enfers d'un personnage charismatique et emblématique qui était d'une seconde à l'autre réduit à néant. Ça peut choquer, c'est pas le débat. Mais tout le reste, si on regarde les choses de plus près, et vous m'expliquerez dans quel système on peut trouver, je dirais, un processus aussi efficace que ça, vous avez en quelques semaines une enquête qui est menée, extrêmement bien menée. Vous avez une mise en accusation, mais quelques semaines plus tard, un abandon de la mise en accusation parce qu'on estime que les charges ne sont pas solides. Vous avez donc une victime qui va en plus, elle n'aura pas de réparation pénale, Madame Diallo, mais elle aura sa réparation civile parce qu'elle a son procès à elle. Et que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il est beaucoup plus difficile d'obtenir une responsabilité pénale aux États-Unis qu'une responsabilité civile. Parce que ce n'est pas les mêmes critères de décision. Parce que pénalement,
on est sur la notion de doute raisonnable. Civilement, c'est preuve contre preuve. Donc on descend d'un cran dans l'exigence, et vous avez comme ça des cas où vous avez une victime qui est une victime pauvre, délaissée, enfin délaissée avant les faits, parce que c'est devenu une star, mais qui n'a pas beaucoup de moyens, et qui se retrouve comme ça, parfaitement indemnisée de son préjudice, sur des sommes beaucoup plus importantes qu'en France on les donne, parce qu'en France c'est un autre extrême, on est ridiculement bas en France sur les victimes, je ne sais pas pourquoi on donne si peu d'argent aux victimes, il faudra aussi avoir une réflexion là-dessus, et donc quelle que soit la poursuite pénale, quels que soient les aléas de cette poursuite pénale, elle a eu son procès, son indemnité, et quelque part le chèque qui lui a été fait par M. Dominique Strauss-Kahn est aussi quelque part pour elle une reconnaissance de ce qu'elle est bien victime. Donc je vous invite à réfléchir à ça. Sans parti pris, cela peut être une avancée intéressante de la procédure pénale française, que peut-être de séparer les choses, et également cela renvoie à la notion de véritable plaidé coupable, qui me semble extrêmement important, où là, on a beaucoup de mal, et on en aura toujours, à ce que dans ce système de plaidé coupable, la victime soit pleinement impliquée et concernée. Donc je dirais, réfléchissons à peut-être lui donner sa vraie place avec son procès qui lui est réservé. Voilà, j'en ai terminé, Jean-Claude. Merci beaucoup.